Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 14 juin 2022. Comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Je tenais aussi à vous informer que demain, il y a toujours le webinaire de Trading Live avec Vam Fibo. Cependant, nous avons décidé de changer l'heure, étant donné que ça fait déjà plusieurs semaines, je dirais même, qu'on a peu de volatilité le matin. Ça risque d'être la même chose demain avec la Fed. Donc, à partir d'aujourd'hui, en tout cas à partir de demain et pour les prochaines semaines, le webinaire débutera à 15h jusqu'à 16h30. Comme ça, on aura déjà un peu plus de volatilité sur les marchés et surtout, ça vous permettra aussi de faire la séance américaine avec lui. Donc, retenez bien ce changement d'horaire pour le webinaire. 15h, 16h30 tous les mercredis pour une session de trading live. Pour celles et ceux qui souhaitent s'inscrire, comme d'habitude, je vous mets le lien en description de vidéo. Alors ce matin, on a toujours des incertitudes, notamment avant la réunion tant attendue de la Fed mercredi, étant donné que face aux dernières données de l'inflation, eh bien, les investisseurs et les Fed Funds ont un peu revu leur perspective de hausse de taux à venir. Pour rappel, on était sur du 50 points de base, et maintenant, pas mal d'opérateurs tablent sur une hausse de 75 points de base demain et même pour le mois prochain. Donc, ce qui explique que hier Wall Street a fini encore une fois en forte baisse, jusqu'à, je dirais même, repousser le S&P 500 dans la zone de bear market, tandis que les rendements obligataires faisant le chemin inverse et s'adjugeaient même des hausses spectaculaires. On fera justement le point dans la partie macro, et à ce niveau, le S&P 500 accuse maintenant une baisse de près de 22% par rapport à son pic de clôture du 3 janvier, et entre officiellement en zone de marché baissier, de bear market. Parallèlement, l'indice de volatilité, le VIX, également appelé l'indice de la peur, a terminé à son plus haut niveau depuis le 9 mai. Et cette nouvelle dégradation de tendance boursière s'explique, comme je vous le disais, par la révision à la hausse des anticipations de nombreux analystes en matière de relèvement des taux de la Fed. La probabilité d'une hausse de 3/4 de point mercredi étant jugée de plus en plus crédible après l'accélération de l'inflation aux États-Unis et malgré surtout les signes quand même de dégradation de la conjoncture économique. Ce matin en Europe, on reste encore sous pression, on ne parvient pas à rebondir, des opérateurs qui ne veulent pas prendre de risques juste avant la réunion de la Fed. Résultat, on cède encore du terrain à cause de l'incertitude persistante sur l'ampleur de la hausse des taux que s'apprête à décider la Réserve fédérale demain. Goldman Sachs a par exemple annoncé hier tabler désormais sur des hausses de taux de 75 points de base mercredi et aussi le mois prochain. Et par ailleurs, la probabilité estimée d'une hausse de 3/4 de point de l'objectif des taux des Fed Funds est passée quand même de 30% à 96% en moins de 24 heures. Et pour rappel, on était juste avant les données sur l'inflation vendredi, on était seulement à 4%. Donc là, en l'espace de 3 séances, on est quand même passé de 4% de probabilité de hausse de taux de 75 points de base à 96%, ce qui est quand même énorme. Et ça va mettre surtout la Fed sous pression, puisque depuis hier, la Fed reçoit pas mal de messages pour faire le nécessaire pour maîtriser l'inflation et donc vraiment traiter le problème avec une hausse de taux assez conséquente, puisque 75 points de base, personne n'imaginait qu'on aurait eu une hausse de taux, qu'une hausse de taux de cette ampleur était envisageable. On était plutôt sur des tranches de 25-50 points de base. Là, 75 points de base, effectivement, ça pourrait faire très mal au marché.
Et justement, pour les investisseurs, une remontée aussi rapide du coût du crédit risque de faire basculer la première économie mondiale dans la récession et derrière de dégrader la rentabilité des sociétés. Donc à mon avis, on risque d'avoir un été assez chaud, notamment avec les résultats du deuxième trimestre qui débuteront fin juillet. Autre perspective aussi défavorable pour les marchés, celle, encore une fois, d'une nouvelle dégradation de la situation sanitaire en Chine, où les autorités ont quand même décidé de tester plusieurs millions de personnes à Pékin après la découverte d'un cluster dans un bar. Donc là aussi, finalement, il y a encore des zones d'ombre au tableau, que ce soit l'inflation, la hausse des rendements obligataires, la hausse des taux d'intérêt, mais aussi de nouveau, je dirais pas confinement, mais de nouveaux cas de Covid à Pékin, ce qui pourrait aussi provoquer et accentuer le ralentissement économique mondial. Côté macro, ici nous avons la capitalisation boursière des crypto-monnaies. Et on se rend compte qu'on assiste à un véritable bain de sang, puisque la valeur du marché des crypto-monnaies passe quand même sous la barre symbolique des 1000 milliards de dollars. Le Bitcoin tombant même à son plus bas niveau depuis 18 mois, après justement la potentielle faillite du prêteur DeFi, à savoir Celsius, qui a mis en pause les retraits, les swaps et les transferts sur sa plateforme. Donc on avait déjà un marché relativement fébrile, impacté par le resserrement monétaire des banques centrales. En plus de ça, on a assisté à un scandale récemment avec Terra Luna, donc le marché n'avait pas réussi à rebondir lorsque le Nasdaq, lui, avait quand même eu un beau rebond, ce qui montre justement que le marché reste lourd. Pourtant, on a quand même une corrélation positive avec l'indice Nasdaq, mais dans ce rebond, malheureusement, les cryptos sont restés au tapis. Et entre dimanche et lundi, l'annonce de Celsius forcément ravive les craintes et font fuir les opérateurs. Là, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est qu'on était au mois de novembre à 3000 milliards de capitalisation boursière. Aujourd'hui, on a une évaporation de 2 tiers de la capitalisation boursière. Donc on assiste véritablement à un mini crack, même un crack, on peut le dire totalement. On a des valeurs qui perdent, surtout sur les altcoins, entre 80 et 90% de leur valeur. Et on assiste à un grand nettoyage, à une énorme purge qui, selon moi, était quand même nécessaire. On avait beaucoup trop de spéculation, beaucoup trop de coins, et donc sortiront vainqueurs de cette tempête, eh bien, les projets les plus solides, les développeurs qui continuent à travailler pour développer l'écosystème. Donc, encore une fois, les crypto-monnaies restent des actifs intéressants, innovants, encore jeunes, ultra spéculatifs. Donc, très important de faire attention sur ce genre de marché. Car imaginez que le Nasdaq ou que les marchés traditionnels lâchent encore 20%, on peut très bien aller chercher la barre des 500 milliards. Donc ça enverrait vraiment les crypto-monnaies au tapis. Mais comme pour la bulle Internet dans les années 2000, une fois l'orage passé, eh bien, on a eu de véritables bulldozers, j'ai envie de dire, comme des Apple, des Microsoft, des Amazon. Et je pense que ce sera la même chose pour les crypto-monnaies. Actuellement, on a trop de crypto-monnaies. Et une fois qu'on aura bien purgé le marché, eh bien, on aura peut-être quelques crypto-monnaies qui tireront leur épingle du jeu. Bon, je pense qu'à Bitcoin, Ethereum, mais dans les altcoins, faudra faire une sélection assez drastique pour miser sur les bons chevaux. Ici, nous avons les taux à 10 ans et le dollar index qui se sont littéralement envolés hier. Le 10 ans a atteint quand même son plus haut niveau depuis 2011.
On est monté à quasiment 3,4%. Le 2 ans est monté pareil au plus haut niveau depuis décembre 2007 à 3,28 et le 5 ans a atteint même les 3,50% au plus haut depuis juillet 2008. On a même eu un bref instant une inversion de la courbe des taux sur le 2 ans et le 10 ans. Donc généralement, rappelez-vous, lorsque les taux s'inversent, ça signale quand même que les marchés anticipent une récession dans les mois à venir. Donc, forte envolée du taux à 10 ans, on était à 3,20, on est passé quasiment à 3,40, ce qui explique le repli des matières, pas des matières premières, des valeurs refuges, et notamment des métaux précieux. Donc, énorme poussée des taux d'intérêt. En parallèle, le dollar, la même chose, on atteint le plus haut niveau depuis plus de 20 ans. On avait une sortie de range par le haut, on était venu pullbacker, derrière on repart comme en 40, pleine balle. Donc voilà deux éléments qui expliquent tout simplement la baisse qu'on a eue sur les métaux précieux, puisque le gold a quand même perdu plus de 2%. Bon, on reste quand même toujours dans un gros range, je trouve, mais effectivement, si on continue à accélérer sur le 10 ans et sur le dollar index, ça risque d'être compliqué pour les métaux précieux de générer de la performance. En tout cas, on est notamment sur le gold toujours en légère hausse depuis le début de l'année, mais on est complètement freiné effectivement par le dollar américain et la hausse des taux d'intérêt. Car généralement, pour rappel, on s'inquiète actuellement de la conjoncture économique, mais effectivement, la stagflation, c'est l'environnement idéal pour les métaux précieux. Stagflation, inflation élevée, croissance molle. Donc là, quand on voit la trajectoire de l'inflation et les révisions à la baisse de croissance, effectivement, on a les deux pieds dedans. Malheureusement, on a un dollar index qui reste ultra fort et des rendements obligataires, pareil, qui ne lâchent rien, qui poursuivent leur marche en avant. Donc deux éléments clés quand même à surveiller de près pour les prochains jours et les prochaines semaines. Côté technique, on se trouve sur le fil du rasoir. Je vous disais hier, l'objectif c'est d'aller combler ce gap vers les 5950. Donc pour moi, ici, on arrive sur quelque chose d'intéressant. Dans le sens où on a quand même eu une belle baisse de 600 points sur le CAC 40. C'est pas rien, très clairement. On a dû lâcher plus de 5%, ouais, quasiment 10%. C'est énorme. Maintenant, on arrive sur un pivot clé. Donc, si le marché doit réagir, c'est ici pour viser un pullback. Voilà, pour moi, ce serait viser un retour par ici pour ensuite revendre et viser plus bas. Voilà la stratégie que j'ai globalement sur les indices. Maintenant, tout dépendra bien évidemment des annonces de la Fed, mais vous voyez ici aller chercher 38,2 pour revendre, pour combler le gap et repartir à la baisse pour viser les 5750, pardon. En tout cas, gros niveau clé. Bas de canal, zone de support horizontale à 5950, donc on est quand même sur un niveau important. Maintenant, tout dépendra des annonces de la Fed demain. Donc pour les traders intraday capables de se protéger rapidement, mettre un stop, se couvrir vite, eh bien vous connaissez le plan. Néanmoins, j'aimerais quand même qu'on ait un signal technique de retournement. En tout cas, je ne passe certainement pas vendeur sur un tel niveau. J'estime que voilà, on a quand même eu une belle accélération baissière. J'ai envie de revendre l'indice, mais sur rebond. Pas en pleine accélération baissière après 10% de chute en ligne droite. Donc là, pour moi, on est en train d'être sur un niveau pertinent, assez risqué juste avant la Fed, donc à protéger très rapidement et surtout à surveiller via un chandelier de retournement. Donc là, je vois qu'on a un petit avalement 15 minutes sur ce niveau. Bon, ça reste assez fébrile. Potentiellement une divergence aussi qui sera en train de se former en données 15 minutes ici. Tac. Donc là, elle n'est pas validée. Et l'objectif, voilà, pour moi, ce serait de
au mieux déclencher un beau rebond pour aller combler les 6180, revenir dans notre zone qui correspond aux anciens plus hauts de 2007 et avant le crack lié au Covid, et ensuite repartir pour un plan vendeur. Donc voilà les grandes lignes sur le CAC 40. Bien évidemment, je serai vendeur si on casse ce niveau pour aller chercher les 5750. Voilà, là on est sur un gros pivot clé. Un rebond est possible. Je pars du principe plutôt d'un rebond technique pour venir combler ce gap. Mais derrière, si malheureusement on n'a pas de flux acheteur et qu'on casse ce niveau, eh bien je pense qu'il faudra attendre les 5750 et qu'on pourrait facilement accélérer sous ce niveau. Le DAX, c'est pareil. Vous voyez, on est dans la zone. On est sur le bas de range. Donc là, je vais supprimer cette zone et ajuster notre range. Donc là, on a un énorme range sur l'indice allemand actuellement. Tac, comme cela. Même constat. Si on casse ce niveau, pourquoi pas opter pour une vente pour aller chercher 12 940, 12 830. Là, je pense qu'il y a vraiment de la place pour aller chercher 400, 500 points facilement sur le DAX. Pour l'heure, on est toujours dans un range. Si ça tient, même constat, je viserai un rebond technique pour venir combler le gap vers les 13 800. On est vraiment en extrême survente sur l'indice. Je surveille en données 4 heures. Peut-être qu'on peut avoir une bougie intéressante. Un marteau, on est quand même très éloigné de la Tenkan, donc vraiment dans une situation de survente. C'est embêtant, je trouve, de vendre ici. Plutôt envie de chercher des achats, mais à protéger très rapidement. En cas de réaction positive du marché, très vite protéger le trade. Mais en cas de cassure, effectivement, il y a vraiment de la place pour aller chercher 400 points plus bas. Si on affine en données horaires, bon, j'ai pas de divergence ici malheureusement, j'ai pas de champ de retournement, potentiellement un marteau en données 4 heures et en données horaires. Là, si je bascule en 15 minutes, non, je n'ai pas de divergence. Je n'ai pas de divergence, comme sur le CAC, on vient de faire un avalement 15 minutes. Si certains veulent tenter un achat, pourquoi pas, le stop loss est pas cher, mais effectivement, l'idéal serait quand même d'avoir un signal un peu plus fort sur des unités de temps supérieures, au moins horaire, je trouve. Là, ça reste un peu léger, mais à surveiller, on est vraiment sur une grosse zone de support. Ça peut permettre un joli rebond, mais dans tous les cas, trade à protéger très très rapidement, car je vois pas non plus le marché prendre des risques inutiles juste avant la Fed, sachant qu'on s'inquiète d'une hausse de taux de 75 points de base. Le Dow Jones, de nouveau une divergence en données 15 minutes. D'abord, on va basculer en données daily. On tente d'enfoncer la zone, le bas de canal. Peut-être être amené à réajuster ce canal, je verrai par la suite. En tout cas, même constat, on est sur la zone, les futurs sont légèrement dans le vert, on avait un peu de tenue. Le marché reste lourd, assez fébrile très clairement. Le constat ce serait le même, hein, d'aller chercher ce comblement de gap avant de retomber plus bas. Donc j'ai beau affiner là sur des unités de temps un peu plus courtes, j'observe aucun signal haussier sur le cash, à part qu'on travaille la zone et qu'on a effectivement un début de divergence en données 15 minutes. Voilà. Donc on avait la première divergence ici, elle n'a pas été validée, vous voyez. On avait cette divergence 15 minutes sur la zone, elle n'a pas été validée, on est allé plus bas et là on est en train de valider, de tenter de faire une deuxième divergence. Donc là c'est le seul élément que je note en données 15 minutes, à surveiller à l'ouverture. Hop, voilà. Peut-être qu'on peut aller chercher la MM50.
Vous voyez ici, hop, de nouveau une divergence. Bon, si on parvient à reprendre un peu de hauteur à l'ouverture, faut pas être trop gourmand. Très clairement, là, c'est vraiment une optique de rebond technique plutôt qu'une reprise haussière. Dans tous les cas, je pense qu'il faudra être stop avant la Fed et prendre des bénéfices et ne pas prendre de risques inutiles. Si on regarde les futurs, on a un range, on se stabilise sur la zone. Effectivement, si on rebascule sur une unité de temps daily, vous voyez, voilà, on est pile poil sur la zone. On est pile poil. Ouais, on est sur la zone, on a fait une mèche, ça a clôturé, ça tient. À voir si je réajuste mon canal. Maintenant, bien évidemment, en extrême survente. On se stabilise et on a un micro-range ici à surveiller. Donc, surveillez vraiment ce qui va se passer ici. Si on casse les plus bas, eh bien, il faudra repartir à la vente. Sinon, chercher un rebond technique pour ensuite revendre derrière. Là, en données horaires, on a validé notre divergence. Celle-là, elle a été validée. Mais pour l'instant, c'est un peu fébrile. On va pas se mentir. On a un micro-range ici. Voilà. On est dans un range. Si on parvient à casser les plus hauts, on peut espérer aller chercher un peu plus haut, mais ne soyez pas trop gourmand encore une fois. Donc là, on est vraiment dans une phase de stabilisation sur un gros niveau de support. Divergence horaire qui semble stabiliser les prix, mais pour moi nécessite la cassure des 38 850 pour viser une accélération un peu plus conséquente. Le Forex, presque envie de remettre une cartouche à la vente sur le Forex, notamment sur l'euro-dollar, quand je vois ce magnifique pattern en données horaires. On va d'abord basculer sur l'unité de temps daily. Encore une fois, abaissez votre stop loss. Logiquement, je ne sais pas si vous avez gardé un reliquat ou pas. Je vais quand même continuer de faire le suivi, mais là je pense qu'on peut mettre le stop loss bien bas. L'idéal, c'est d'aller chercher les 1,0350. Et si ça casse, le bas du canal, tout simplement. Donc là, ça reste baissier. On a cassé le support. On est venu faire le pullback. Ça prend pas. Pour moi, il y a de la place pour aller chercher notre ancien support vers les 1,0350. Maintenant, en données 4 heures, voilà, on reprend un peu de hauteur, mais on est dans un rebond technique plus qu'un début de reprise haussière. Pour moi, il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de flux. C'est mou, je continue d'être plutôt baissier sur l'euro-dollar. Là, on avait besoin de rebondir pour souffler un peu, je pense, après cette belle baisse. Mais voilà, on est juste venu pullbacker, ça retombe. Et effectivement, quand j'affine en données horaires, je vois quand même un beau setup baissier pour les traders intraday. Voilà, là on arrive, on fait une magnifique étoile du soir qui bute sur MM50, haut de résistance, et derrière, cassure Tenkan Kijun, Shiku libre de tout obstacle. Bon, et bien pour les traders intraday, si certains veulent tenter une vente avec un stop loss juste au-dessus pour viser les 1,0350, ça peut être envisageable aussi. En tout cas, je reste baissier pour l'instant sur l'euro-dollar, avec toujours une cible à 1,0350. Bon, on verra si la Fed nous surprend ou pas, mais globalement, là, techniquement, en regardant la configuration et la structure des prix, j'ai du mal à être oscillé, je vois plutôt une poursuite de la baisse vers notre gros niveau de support. Le GBP USD à surveiller, on arrive sur un niveau intéressant, notre zone hebdomadaire. Je vais enlever l'Ishimoku pour que ce soit plus propre. Voilà. Là on a notre zone hebdomadaire, rappelez-vous, les 1,21, 1,2025, on a un très beau niveau de prix. Ça peut être intéressant de tenter pareil un rebond sur cette paire. En données daily, pour l'instant, c'est l'indégringolade. L'idéal serait quand même d'avoir une stabilisation, mais on entre dans une zone assez intéressante, je trouve, pour tenter un rebond. Voilà. On est sur un jeu et niveau. Attention, on a quand même l'ABE jeudi, mais ici c'est un très beau niveau à mettre à profit sur signal pour jouer un rebond technique. À protéger très rapidement, encore une fois.
Voilà, la surveille si on peut former éventuellement une petite divergence, si on accélère encore un peu plus bas, le RSI pourrait nous former une divergence, et donc guetter un peu ce qui va se passer dans cette zone pour tenter un rebond technique dans les prochains jours. Il y a l'AUD USD aussi qui m'intéresse, le range, pareil, il y a un début de divergence qui pourrait se former sur la borne basse, donc scénario à suivre sur l'AUD USD. Pour moi, on est dans un range ici, tac, 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 on arrive vers la borne basse. Je pense qu'un rebond est envisageable maintenant sur cette paire. À surveiller, bien évidemment, on va être impacté par la Fed d'ici mercredi, mais j'aime bien la configuration. J'aime bien la configuration, on est vraiment très éloigné de notre Tenkan, ce qui montre quand même de la survente sur ce marché. Là, si on accélère un peu, je pense qu'on peut former une petite divergence à suivre, en tout cas. Si le creux là accélère et qu'on ne dépasse pas le sommet, eh bien à mon avis, on peut avoir un début de divergence à surveiller sur ce marché. Par ici, voilà. Donc là, si on est sur le bas de range, divergence, joli signal de retournement ou même divergence validée, eh bien vous connaissez le plan. Voilà. Tentez un achat pour viser TP1, TP2, avec un stop loss sous les plus bas. Donc ce sera un stop loss, voilà, sous le plus bas ici. Donc un plan à surveiller, et on a le même sur le NZD USD. Je disais qu'on avait pris des bénéfices sur cette paire, qu'on avait atteint un objectif majeur, on visait le double top, on allait bien plus bas, et là même constat, finalement cette paire m'intéresse de nouveau. On a un très beau range qui est en train de se former, bien évidemment si on casse par le bas, on devrait accélérer à la baisse. Pour l'instant, ça tient. C'est la même configuration que l'AUD USD. Donc, choisissez bien votre paire, évitez d'être trop exposé au dollar avant la Fed. On a des configurations intéressantes, propres, mais qui nécessitent quand même une confirmation du marché des prix pour s'engager plus sereinement. En tout cas, si je reviens dessus, vous voyez que c'est la même chose. C'est la même chose, on a notre range technique. Hop, je vais supprimer le bas de zone ici, voilà, pour que ce soit plus propre. Accélération et début de divergence. Voilà. Là, si on clôture un peu plus bas, ce serait parfait. Et on aurait aussi un petit début de divergence. Donc, affaire à suivre. On est sur une zone, un bas de range, donc si signal de retournement, si divergence validée, pourquoi pas tenter, avec un stop sous les plus bas, donc on serait sur un stop plutôt par ici. Donc, un plan à mettre en place, à surveiller, mais encore une fois, pas de précipitation, il faut confirmer avec des signaux, des chandeliers haussiers ou une divergence. Donc là, très beau niveau de support à mettre à profit, si les conditions sont réunies, bien évidemment. Bon, le gold s'est pris une sacrée claque hier. On a perdu 2,5%, je crois. Comme expliqué en introduction, j'ai donné les détails du pourquoi, du comment, à savoir l'envolée du dollar américain et l'envolée des rendements obligataires. Ce qui explique la chute assez violente de 70% sur le gold. Et là, j'aime pas cette violente cassure Tenkan Kijun. Et là, pour le coup, on a une bougie qui a du corps, qui a du corps, qui est impulsive. Et en plus, on a ouvert hier avec un gap haussier, ce qui fait qu'on a un avalement. Donc là, je suis vraiment assez prudent sur le gold, très honnêtement. Pareil avant la Fed. En cas de mauvaise surprise, ça peut vraiment faire des dégâts. On est venu casser la borne base de notre range 4 heures. Donc là, pour moi, pas d'intervention dans l'immédiat. Voilà, on va pas se brûler les ailes. Pas prendre de risques inutiles. En données daily, c'est pas joli, très clairement. En données 4 heures non plus. On avait ce beau range dans lequel on consolidait depuis 3 semaines. Et là, on a eu une violente cassure par le bas, pullback. Donc
si on ne réintègre pas, je pars du principe que les vendeurs ont la main et qu'un retour sur les 1800, 1790 est tout à fait envisageable. Donc pas d'intervention pour moi sur ce marché. Si certains veulent tenter des ventes, eh bien pourquoi pas. Je me montre assez méfiant, je préfère rester observateur avant la Fed, avant de prendre des risques. Je préfère faire un gros point jeudi matin après la réunion de la Fed, car là on est vraiment dans des marchés nerveux et ce serait dommage de se prendre des portes de salut. En tout cas, dégradation techniquement du range de consolidation qu'on avait, dans lequel on évoluait depuis plusieurs semaines. Maintenant, si on doit de nouveau intervenir sur le gold, eh bien, attendons, soyons patients, et ce serait plutôt aux alentours des 1800-1790. Bien évidemment, je reverrai ma copie si on réintègre les 1830. Car potentiellement, on pourrait derrière évoluer plutôt dans ce qu'on appelle grossièrement un élargissement symétrique, mais je ne trouve pas super. Donc j'attends de voir. Là, j'étais plutôt parti sur un range. C'est cassé, on est en train de pullbacker, les vendeurs actuellement ont la main, la cassure Tenkan Kijun en daily n'est vraiment pas belle et donc m'incite vraiment à la prudence sur cet actif jusqu'à la réunion de la Fed. Voilà. Le Brent, ça reste haussier, je dirais pas que c'est compliqué, mais on a du mal vraiment à prendre de l'amplitude. On monte en fait en dents de scie. On s'est fait une petite frayeur hier, mais finalement ça tient. Le stop loss n'a pas été touché. Voilà, je vous disais quand même d'abaisser légèrement le stop loss, le mettre sous le bas du nuage hier pour éviter de se prendre une mèche assassine et de se faire sortir sur mèche. Bon, finalement c'était quand même une bonne chose à faire. Donc toujours en place. Le canal haussier, lui aussi, est toujours bien vivant. Cassure Tenkan Kijun intéressante, mais une bougie qui manque de corps selon moi. Mais j'aime bien. Chikou est libre de tout obstacle, mais c'est dommage qu'on ait autant de mèches. J'aurais préféré une belle bougie flux, un peu comme ici, vous voyez. Voilà, on a une bougie qui a du corps, pas beaucoup de mèches, derrière ça part. Là on a une bougie il y a plus de mèches que de corps, donc c'est pas top. Je préfère avoir une belle cassure Tenkan Kijun Chikou libre de tout obstacle avec une bougie flux impulsive et qui a du corps. Là on sent qu'il y avait quand même un peu d'hésitation. Bon, en tout cas on a réussi à franchir les 121,60. Je garde mon biais haussier et je pense qu'on pourra mettre le stop à BE pour celles et ceux qui ont réussi à attraper sur pullback à la cassure des 125. Voilà, pour moi 125, on peut mettre le stop à BE. Il faudrait que la MM50 remonte ici et comme ça on peut placer le stop loss sous la MM50 et on est tranquille derrière pour espérer viser. Bon, on a un petit niveau vers 126 je crois, 126,40, on a un petit niveau ici, ce serait un TP1 à 126, ouais, 126,1, 126,40 et un gros TP surtout à 130. En données horaires, bon, rien à signaler très honnêtement. On monte en crabologie, en dents de scie, mais les acheteurs gardent la main. On est toujours à l'intérieur de ce beau canal haussier. Donc tant que j'ai pas une grosse dégradation de la tendance, des cassures de support, une réintégration de range, eh bien je garde mon biais acheteur sur ce marché. Le WTI, c'est la même chose. Alors on est venu taper notre oblique en fait. On est venu taper notre oblique, quasiment prendre appui sur le Tenkan, belle mèche, ça repart. Bon, voilà, on sent qu'on a du mal à casser les 122,40, 121,60. Voilà, on tricote depuis quelques séances. Ça reste aussi, mais voilà, c'est de la crabologie pour moi, en dents de scie, vraiment, faut qu'on casse pour accélérer et aller chercher ce beau niveau à 126,30. Est-ce qu'il y a un petit niveau intermédiaire entre temps? Non, pas vraiment. Pas vraiment, je trouve pas. 126, ouais, 126, 126,30, c'est vraiment l'objectif à aller chercher. Là, on est venu
quasiment tapé hier sur mèche ce niveau. Donc le niveau de support ici a tenu, on a une petite zone intermédiaire. Et pour moi, en fait, tant qu'on ne casse pas ce niveau, eh bien ça reste haussier. Voilà, je deviendrai plus prudent si on casse ce niveau. Voilà, là-dessus, j'estime que les vendeurs enverront un petit signal d'alerte. Si on repasse sous ce joli niveau, en parallèle, on sortira alors potentiellement d'un biseau, si on n'est pas dans un canal. Voilà, on peut être dans un biseau, c'est pas interdit effectivement, mais on peut encore monter. Vous voyez, hop, on peut monter en crabologie, aller chercher les 126, et puis hop, derrière corriger, retomber sur 116. Donc on a un biseau, potentiellement un canal, là j'ai 3 points de contact, je reste comme ça, mais on est en dents de scie depuis plusieurs semaines. Donc on peut longer, et puis commencer derrière à retomber un peu plus tard. Donc ça reste haussier, mais effectivement, première dégradation, si on casse les 117. Pour l'heure, ça reste haussier, maintenant il faudrait vraiment qu'on arrive à avoir une belle impulsion pour briser le fameux niveau des 121,60. Le BTC qui s'est pris une énorme claque hier. Pour moi, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est surveiller la MM50 et les anciens plus hauts historiques. Je trouve que le marché a du mal à rebondir. Alors oui, on est sur un beau niveau. Hop. On est sur un beau niveau hebdomadaire. Mais les catalyseurs aussi manquent à l'appel. Encore une fois. Là, on a une belle séance, je dirais, avec de beaux volumes à la baisse. C'est pertinent, ce genre de séance, généralement, on a eu la même chose sur le pétrole lors du crack lié au Covid. On avait la dernière séance où on fait le point bas, on a justement, vous regardez les volumes, on a ce même type de configuration en fait. Une sorte de liquidation totale et de capitulation, et derrière ça repart. Là. Vous voyez? La même chose ici. Voilà. Énorme bougie. C'était le point bas. On est allé, vous voyez? Tac. Grosse impulsion, énorme volume. Sur le light, pareil. C'était le point bas. Paf. Donc ça, c'est vraiment un élément technique à surveiller, très important. Ça peut souvent donner des points bas de marché. Quand on a cette liquidation, cet énorme sell-off sur d'énormes volumes, et bien là derrière, bingo, c'était le point bas, le marché est reparti. Donc sur le BTC, j'ai un peu ce sentiment là aussi, mais ça reste franchement fébrile. On n'a pas non plus voilà, une vente massive, mais effectivement par rapport aux dernières séances, c'était quand même assez impressionnant. Là, il faudrait regarder par rapport. J'ai pas beaucoup de volume ici. Durant le crack ici, lié au Covid, c'était la même chose. Ouais, là, c'était le point bas. Même constat ici, mais sur cette bougie là. Tac, point bas, et le marché est reparti. Mais on avait quand même, de gros volumes. Là, on a des volumes, effectivement, mais on peut faire mieux. Donc voilà ce qui me fait dire qu'un rebond est possible à court terme sur le BTC, le fait qu'on soit... Alors, je vais enlever, je vais reprendre juste même 200. Voilà, même 200 elle est ici. Juste là. Le fait qu'on soit sur la MM200, mais ça manque de flux malheureusement. J'ai pas de signal, je n'ai pas de signal, toujours pas de divergence. J'aurai une belle divergence, donc on a un niveau intermédiaire à surveiller. Pareil, juste avant la fête, ça peut être un peu compliqué, donc surveiller ce niveau et les anciens plus hauts historiques. Là, bon, on a validé une divergence. Ok, c'est le seul élément clé que j'ai.
cette divergence horaire qui a été validée. Donc là, potentiellement un rebond, mais je reste extrêmement prudent sur les crypto-monnaies, pareil, juste avant la Fed. Donc là, juste un élément intéressant en données horaires, mais ça reste quand même assez fébrile, je trouve. Pareil pour l'Ethereum. Même constat, hein, divergence horaire, c'est validé. Et là, on est venu taper un niveau clé. Finalement, on avait un joli drapeau. Un très beau drapeau. L'objectif, c'est vers les 1000 $ quasiment. Donc là, pareil, ce qui me dérange, c'est qu'on est sous résistance en fait. La résistance, elle était ici. On est encore un peu en dessous. Pareil, belle vente massive, potentiellement un creux. Je serais plus confortable, très honnêtement, pour trouver des achats vers les 1000 $. Pour moi, on a un très très beau niveau vers les 1000 $. Et là, on peut tenter de le mettre à profit. 11e semaine consécutive de baisse pour l'Ethereum. C'est du jamais vu, c'est un record. Pareil, on est effectivement sur la MM200, mais il faudrait qu'on remonte un peu au-dessus des 1200 pour confirmer le creux et se dire ok, on a réintégré notre petite zone intermédiaire, la MM200 est préservée, on peut espérer enfin un rebond sur cette classe d'actifs. Là pour l'instant ça reste fébrile, mais je peux comprendre celles et ceux qui tentent des achats, dans ce cas-là avec un stop assez large pour viser un rebond, mais prudence juste avant la Fed. Là, voilà, ce qui me dérange, c'est qu'on est sur le bas de zone en fait. On a eu un joli marteau, un avalement à confirmer. Mais effectivement, si on repasse au-dessus des 1250, pourquoi pas mettre un stop vers ce niveau et viser les 1412. Mais encore une fois, restez prudent car on peut avoir une nouvelle dégradation mercredi en cas de surprise avec la réunion de la Fed et le discours tant attendu de Jérôme Powell. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.